J'obtiens le bac avec mention très bien. Ma route est toute tracée. Qu'est-ce que c'est? Classe préparatoire, école de commerce, CDI. La philosophie et le cinéma, ça sert à rien. Pour moi, les études, c'est fait pour trouver un travail. Joyeux anniversaire! Je veux devenir riche et parcourir le monde. Oh! Je me suis endettée et j'ai parcouru le monde. Georgette! Georgette, ouvrez-nous! Georgette, nous sommes enfermés dans le garage! Oh, madame! Dans le garage? Oh! T'arrêtes, Lucille, puis tu viens nous aider 2 secondes, là? Comment finir ceux-là, là? Bonjour à tous, ici Sophia de Montage, vous commencez à avoir l'habitude. Pour rappel, la séance qui était annulée le mercredi 24 février a été reportée donc à demain si vous nous écoutez mercredi 7 février, donc le jeudi 8 février pour Happy Together et les Belles de Nuit à 18h15 et à 20h45 comme d'habitude au bâtiment haut de l'université Rennes 2. Ben voilà, bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 4e épisode du podcast du Ciné-Tambour, Le Tambourin, le podcast qui accompagne les séances du Ciné-Club de l'Université Rennes 2. Je suis en compagnie de Juliette. Bonjour. Et de Thomas. Bonjour. Et donc aujourd'hui, on va vous parler de Mon oncle, réalisé par Jacques Tati, et sorti en 1958, et de Qu'est-ce qu'on va penser de nous, réalisé par Lucille Coda, et pas encore sorti, il me semble. Pas encore sorti Il est sorti au officiellement. TNB. Je crois qu'il avait eu une projection Ils nous ont unique au TNB. devancé, c'est Il avait vrai. dû avoir ça, du coup... Ils nous ont. Du coup, ça va permettre, donc, si vous avez l'occasion de pouvoir aller au TNB, et si jamais il sort un jour, Ouais, c'est ça. de pouvoir aller le voir ailleurs. Mais vous l'avez normalement vu au Ciné-Club, donc au Ciné-Tambour. Il me semble quand même Et, que le film a un peu tourné en festival, mais peut-être, je sais pas beaucoup, je pense. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va penser de nous ? C'est ce dont on va parler tout de suite. L'histoire d'une fille au parcours scolaire impeccable et de sa famille, l'arrivée à la capitale, les écoles de commerce, puis enfin l'argent et le succès, suivi d'une lourde remise en question et des scrupules qui l'ont poussé à tout arrêter pour se lancer dans la réalisation de ce portrait de famille cinématographique. C'est tout ce que se raconte ce premier film d'une toute jeune réalisatrice à surveiller de très très près. Et ça s'appelle Qu'est-ce qu'on va penser de nous, donc, réalisé par Lucille Coda. Juliette. Et en plus, le dispositif est vraiment très simple et très léger, et c'est permis grâce au numérique. C'est-à-dire qu'elle a vraiment genre juste une caméra et un micro et un petit casque pour entendre. Et elle va très simplement passer pendant à peu près, je crois, 1 an du temps à filmer et à enregistrer ses parents. Exactement. Et donc ça m'a rappelé personnellement une très longue citation issue du livre Virtuel pour l'interrogation, donc écrit par Angel Quintana. Il, en parlant du cinéma numérique, a imposé le goût des textures basse définition, a permis l'apparition d'un certain minimalisme de la forme cinématographique et recentré l'attention du spectateur sur l'acte de voir, relativisant le rôle de l'attraction visuelle comme génératrice de perceptions bigger than life. Alors moi, cette citation elle me touche pas mal par rapport à ce film, notamment à cause d'un plan, en fait. C'est celui où, je pense que vous l'avez peut-être en tête, où elle filme son père de dos face à une espèce de mer de lumière baignée dans une forêt avec des chiens, qui est absolument magnifique et qui rappelle vraiment beaucoup ce fameux tableau du romantisme voyageur face à une mer de nuages, donc peint par Gaspard David Friedrich. Il y a vraiment toute cette puissance évocatrice de l'appel de la nature, du retour à la nature et de l'homme face à la nature qui est contenu entièrement dans ce plan-là. Et donc, voilà, cette citation m'a beaucoup rappelé ce moment-là dans le film. Tu es un homme très intelligent, parce que cette citation nous permet de parler de plans pas mal marquants et du dispositif, en fait, comme je le disais, qui est très léger et qui permet en fait à l'improvisation vraiment d'arriver dans ce film et de capter vraiment des gros moments d'authenticité. Par exemple, il y a un plan qui me vient en tête, c'est celui où en fait Lucille Coda filme sa mère et d'un coup sa mère prend la caméra, donc ça c'est possible parce que c'est léger, que c'est assez maniable, et la retourne vers Lucille Coda. Donc on a vraiment l'inversion entre le filmant et le filmé, et c'est assez puissant de voir l'inversion des rôles dans ces 2 trucs-là. Et voilà. Et du coup, oui, bon, pour continuer cette citation donc, de Virtuel, il continue en parlant donc en prenant l'exemple du film Vacances prolongées de Johan van der Koken,
donc qui raconte qu'on lui a diagnostiqué un cancer et que donc avant que les effets de cette maladie ne s'étendent, ce qu'il s'y rappelle au début de son film, il décide de réaliser donc la chronique de ce voyage à travers le monde, accompagné d'une petite caméra vidéo numérique. Donc ça rejoint ce que tu disais justement sur la légèreté du dispositif. Tout à fait, c'est qui lui permet donc, je continue sur Quintana, de capturer le temps qui s'envole. C'est parce que ça me fait penser quand on avait discuté, quand on a vu le film, on a pu après un peu discuter avec la réalisatrice et elle nous avait expliqué qu'une des raisons pour laquelle elle était rentrée chez elle pour un peu filmer ses parents, ce qui avait été un petit peu le point de départ de l'idée de son film, c'était que son père devait partir à la retraite. Donc du coup, pour son départ à la retraite, avec ses collègues et sa mère, ils ont organisé un petit pot de départ à son travail. Je crois qu'il travaillait dans les Technicien de surface, Ouais. donc balayeur. Petit camion, ouais, c'est ça. C'est ça, il était dans la fonction publique. C'est le mot que je cherchais. Et donc du coup, ils ont organisé un petit pot de départ et ça lui tenait à cœur de filmer ça. Et donc du coup, c'est une scène qu'on retrouve dans le film que je trouve absolument magnifique parce qu'il y a vraiment une simplicité, parce que ça commence au début, on voit un petit peu les gens arriver, machin, etc. Et il y a une dans la scène, en fait, je crois que c'est le patron du coup de son père. Il fait un petit discours dans lequel il revient, en fait, il retrace un peu toute la vie de son père. Et là, il y a un recadrage. Au début du plan, je crois qu'on voit les deux personnes, donc on voit son père et le patron à l'écran. Et au bout d'un moment, il y a un recadrage en fait juste sur le père, à peu près en plan rapproché épaule, donc on le voit bien. Et là, en fait, on voit qu'il commence à pleurer, qu'il a vraiment les larmes aux yeux. Et ce plan, moi, je le trouve absolument magnifique parce que c'est vraiment c'est toute l'ambivalence en fait de la puissance du plan de cinéma. En fait, c'est moi quand j'ai vu cette scène, je me suis dit. En fait, avec le truc accompagné du discours, je me dis, est-ce que c'est des larmes de joie parce que c'est parce que en fait ça lui fait plaisir de voir tout le monde réuni autour de lui pour un petit peu lui rendre hommage, ou est-ce que c'est des larmes de tristesse parce qu'il se rend compte que le temps a passé en fait. Et ce plan, je le trouve absolument formidable pour ça parce que vraiment il est d'une immense simplicité et sans pour autant tomber dans un espèce de voyeurisme, parce que il y a ce côté captation en direct, en fait, c'est vraiment fait sur le moment. C'est pas quelque chose qui a été fait qui a été préparé. Ça a été fait comme ça en fait. Juliette. Et oui, je pense que tout le moment de cette scène-là du pot de départ, elle est vraiment assez puissante, comme tu disais. Et puis en plus, je rebondis 2 secondes sur ce que tu as dit sur la force de ce plan-là, sur le moment où il pleure, c'est que c'est un homme qui parle pas beaucoup. La communication elle est assez compliquée entre les deux, comme beaucoup d'hommes, on va dire, ils ont du mal à exprimer leurs émotions, etc. Donc là c'est vraiment un moment pour moi c'est vraiment le climax. Cette scène elle est assez marquante, et il y a un autre moment qui me permet de revenir à ce qu'on avait dit sur la légèreté et ce rapport d'authenticité là, et du coup d'être grâce à la légèreté d'être toujours à l'affût de moindres contenus intéressants. C'est qu'il y a un moment où c'est la réalisatrice qui nous avait expliqué ça. Son père a gardé le micro sur lui, et elle a toujours le casque pour entendre les bruits du micro. Et en fait, il est en train de parler du coup de sa fille, de Lucille, du fait qu'elle a fait des études et à quel point il était fier, etc., qu'elle a réussi, etc. Et du coup, elle entend ça, et là, elle peut direct dégainer sa caméra et en fait recapter ça. Et c'est un moment qui est assez beau parce que c'est beau aussi de voir un père qui parle de sa fille à d'autres gens. Et c'était assez puissant, je me souviens de ce moment-là. Et voilà pour cette scène. Incroyable. Ouais, super scène. Et du coup, peut-être que toi, Thomas, tu avais peut-être quelque chose à dire sur notamment le cinéma de Cavalier. Oui, je pensais un petit peu à Cavalier, effectivement, sur cet aspect d'avoir lui aussi une petite caméra où en fait il va filmer un petit peu j'allais dire un peu de rien, c'est en même temps c'est à la fois ça et pas ça, mais dans le sens il va filmer des petites choses en fait, et ça en dit beaucoup sur lui. Et comment en fait Cavalier il parle surtout de lui en fait, notamment dans ses derniers films il parle du fait qu'il vieillit et tout, parce que maintenant il a plus de 90 ans je crois, quelque chose comme ça. Ah oui, ça y est. Donc ouais, je pensais un petit peu à ça, il y a ce côté un petit peu on s'interroge en fait sur ce qu'on parce qu'en fait Lucille Coda elle-même on sent dans tout le film qu'il y a tout ce processus mental où elle se demande en fait ce qu'elle va faire de sa vie en fait, avant de finalement se dire bon bah j'ai envie de faire du cinéma. Et je pense que le fait de filmer ses parents comme ça, il y a ce côté on s'interroge sur le temps qui passe et sur ce qu'on devient en fait. Et c'est cette simplicité, cette universalité du message, la manière dont c'est fait, tout qui est
c'est vraiment quelque chose d'assez puissant qui est transmis dans le film. Il y a des scènes, encore une fois très simples. Je pense à un plan que je trouve très très beau, où juste en fait elle filme son père qui boit son café le matin. Ouais, tout simplement. Il y a C'est tout ça. C'était la contenu dernière là-dedans. fois, je crois. c'est- Je sais pas, un truc où genre il se lève super tôt et c'est son dernier jour de Ouais, taf. Ouais, Et c'est du coup, ça. c'est un truc qu'il a ça. fait tellement Ouais. de fois et que là, Mm. c'est la fin d'un quotidien en fait. C'est la fin de quelque Exactement. chose. Exactement. C'est aussi tient compte d'une réalité sociale qui est très forte aussi, de ces gens qui se lèvent. Je pense que ça, c'est peut-être sur une note un peu plus personnelle, mais moi, tu vois, ça m'a un peu rappelé mes parents et ce qu'ils font. Donc je pense qu'il y a quand même, j'ai ressenti quand même une universalité, une universalité au travers de ces plans qui est vraiment forte. Ouais, tout à fait. Et puis en fait, toute cette idée de capturer en fait l'instant présent, comme je disais, et comme vous disiez, comme vous dites vachement bien, pardon, j'en perds mon français carrément. Et notamment, je continue encore une fois sur cette citation, et notamment une phrase qui, je trouve, résume vraiment bien le film. C'est donc c'est la preuve qu'il vit encore et qu'il peut continuer de filmer, enregistrant ce qu'il est en train de voir, en parlant donc de Van der Keuken sur le point de mourir, je rappelle. Mais du coup, effectivement, c'est ça. En fait, c'est ce père qui va bientôt partir à la retraite, donc la fin d'une période, etc. On est totalement là-dedans. Et personnellement, ce que je trouve assez aussi fou dans le film, c'est toute cette esthétique en fait du voyage, en fait, parce qu'on la voit souvent avec des plans dans le train où en fait elle parcourt de longues distances entre Paris du coup et je sais plus où est-ce qu'elle habite. Un truc exactement. dans l'Est, je crois. Oui, je crois que c'est dans l'Est. Ouais, c'est ça, c'est Campagne dans de l'Est. Ouais, dans Et, la campagne. et donc ouais, c'est vraiment ce retour en fait à la nature du coup, mais également retour dans le cercle familial. Retour à la maison, retour aux origines un peu. Parce Voilà, que la c'est fille, ça. surtout, c'est ça qui est fou, c'est que c'est vraiment Moi, je pense qu'aussi le film, et ça que je trouve beau, c'est que le cinéma, il rend un peu justice à tous ces préjugés et tout. Parce qu'elle explique qu'elle a senti beaucoup de honte par rapport à le métier de son père, par exemple, tu vois. Oui. Le fait qu'elle revienne filmer à la campagne et que, enfin, je le trouve limite beau et limite un hommage à ses parents et elle essaie de rattraper le temps perdu des Totalement. moments où en fait elle a légitimement aussi pu se sentir mal par rapport à ses parents. Elle essaye par le cinéma, par le fait de les filmer, de les rendre beaux par leur banalité en fait, C'est ça. Ouais. leur redonner un peu tout ce qu'elle a pas pu leur donner quoi. Ça. Puis ce que je disais avant, j'y vois aussi à travers de ça, j'y vois aussi une universalité, j'y reviens, où en faisant ça, elle montre un petit peu toute cette France cette France des campagnes qu'on a un peu qui est en train de totalement. mourir et qu'on a oublié, puis elle revient et puis elle filme ça, et puis ça c'est quelque chose qui est magnifique. Je pense que c'est des choses qu'on devrait plus filmer. Bah ouais, cette France loin de la S'il y a des centralisation parisienne, de cette vie C'est où ça. tu montes, Parigo. C'est ça. Parigo là. Parigo. S'il y a des cinéastes en herbe qui nous écoutent, du N'allez coup, pas à Paris. Voilà, allez filmer des gens. allez filmer des gens dans les campagnes, s'il vous plaît. Ça fera des super films. T'as vraiment envie de te faire Oui. assassiner toi, Juliette. Paris, c'est super. J'adore Anne Hidalgo. Ah putain. Ah mon dieu. Donc Elle nous disait que justement un truc j'allais dire regretté, c'est pas forcément qui est regretté, mais que du coup dans l'extrême simplicité du dispositif faisait qu'il y avait pas mal d'erreurs techniques dans le film. Et moi justement j'ai trouvé que c'était une des choses qui m'avait beaucoup touché en fait dans le film, c'était toutes ces imperfections en fait qui juste insufflent de la vie au sein du film. En fait il y a juste ce côté de vouloir ce que tu disais, la sauvegarde d'image qui est sauvegarde d'image, sauvegarde de souvenirs, etc., qui est très important de toutes ces choses là en fait, toutes ces choses très simples. Et puis ouais, du coup les imperfections techniques en fait c'est pas un défaut en soi, c'est juste non totalement pas. c'est une conséquence, mais si ça sert le propos du film et sa proposition esthétique, ça rentre totalement dans Totalement. Et Totalement puis dans le même truc. quand on avait parlé avec elle, je me souviens que je lui avais parlé de ce plan-là, ou que je vous disais au début sur qui est de la mer de nuages, enfin d'un voyageur contemplant le mer de nuages. Quand je lui ai fait cette comparaison, elle m'a dit qu'effectivement elle avait vu de quoi je parlais, quand elle voyait de quoi je parlais, et surtout, elle m'a dit un truc assez drôle, c'est qu'en fait, quand elle a réalisé ça sur le coup, en fait, et qu'elle a montré ça à ses amis, en fait, elle était un peu sur le coup de second degré, en mode oui, non mais c'est pas si fou. Enfin, on pourrait avoir l'impression que c'est super bien fait et tout machin. Je pourrais, genre, comment dire, elle disait qu'elle avait pas trop envie de se la péter, Ouais. entre guillemets, ou Ouais. qu'elle prenait vraiment beaucoup de distance, de dérision avec ça. Et en fait, ses amis et ces personnes qui ont vu ces plans-là ont fait, mais en fait, c'est super beau, quoi. ouais. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte en fait de presque du pouvoir de la caméra en fait et de son œil, et qu'elle
qu'elle s'est aussi, je pense qu'elle a pris confiance en elle à ce moment-là, parce que du coup elle s'est rendue compte qu'elle avait vraiment l'œil de cinéaste pour faire des plans de fou furieux, quoi, disons-le. Et en fait, ouais, c'était une petite anecdote, c'était très marrant de savoir ça, quoi. Plan très, très très beau dans le film. Je repense aussi à un autre plan qui me revient en tête, c'est le plan où elle va en balade au bord d'un lac avec ses parents, et puis il y a ses parents qui vont se baigner. Et elle les filme en train de se baigner, et c'est une très très belle scène de complicité. Puis moi, ce que j'aime bien, trop c'est le côté de mise en scène, c'est que je me souviens, je lui avais dit aussi que il y a un moment où je sais plus s'ils ramassent des patates ou je sais pas quoi. Ils sont tous les deux à ramper puis ils se font un bisou au bout, tu vois. Moi, je trouvais ça un peu rigolo. Et elle m'a dit, mais tu sais, c'est mis en scène et tout. Moi, j'étais en mode, oui, mais c'est ça qui est trop bien, c'est que la caméra leur a donné juste envie d'être des enfants et de faire n'importe quoi et de rigoler, tu vois. Ou même la mise en scène, elle leur dit qu'en fait, là, elle est en train de filmer pour faire un film. Elle a dit que oui, bon, bah, en fait, c'était mis en scène quand même un petit peu, tu vois. Mais c'est le truc un peu méta en même temps, le dispositif, ses parents face à la caméra, comment eux, ils peuvent se révéler à elle et comment en fait des personnes de cette génération-là réagissent à une caméra, tu vois. Et je sais pas, je trouvais ça vraiment chouette aussi, au-delà du sujet de revenir chez soi et tout. Je suis totalement d'accord. Ben, on va pouvoir conclure sur qu'est-ce qu'on va penser de nous. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter, quelque chose que vous avez vraiment envie de dire, par exemple Parce que je sais plus. Alors, je crois avoir vu sur Cube qu'il y a un court-métrage qu'elle avait réalisé avant son film qui s'appelle Nathalie. Que j'ai pas vu, mais je crois que le film s'appelle juste Nathalie et il est disponible gratuitement sur Cube, mais je l'ai pas vu. Toi qui as tous les liens de la Terre, tu nous enverras tous les liens. Bah, c'est trop facilement. Mais c'est je l'ai pas encore vu, mais j'imagine que c'est très intéressant aussi. Et non, bah juste j'attends son prochain film en espérant qu'il soit. Tu peux redire le nom pour les auditeurs? Nathalie. Okay. Nathalie de Lucille Coda sur Cube, KUB. D'accord. Vous tapez juste ça et puis vous devrez le trouver facilement, je pense. Très bien. Eh bien, on va pouvoir conclure du coup sur qu'est-ce qu'on va penser de nous et on va pouvoir tout de suite passer au deuxième film de notre podcast qui s'agit donc de Mon oncle. Mon oncle, donc, réalisé par Jacques Tati, sorti en 1958. Le plus drôle des héros taiseux fumeurs de pipe, invétéré, toujours bien vissé entre les lèvres, avec son chapeau trop grand pour lui et qui n'est à sa place que quand il fait le clown. C'est donc Monsieur Hulot qui revient dans ce film, Mon oncle. Et donc Jacques Tati, son réalisateur, c'est son 3e film. Notamment, il a bossé sur ce film avec Jacques Lagrange pour les décors, qui occupent quand même une grande place dans le film, on va y revenir. Il commence en fait la réalisation, Jacques Tati, un peu de manière aléatoire, en fait. C'est-à-dire qu'il a juste écrit des scénarios avec son ami Henri Marquette, notamment L'école des facteurs, c'est ça, sorti en 1947. Et en fait, c'est de là qu'il a commencé à réaliser, à faire ses propres films, tout ça. Avant ça, il a été acteur dans les années 30, donc sur des petits rôles, etc. Mais en fait, ce qui est surtout intéressant avec Tati, c'est qu'il a beaucoup côtoyé des personnalités du monde du spectacle, et notamment un certain Pierre Étec. T'as vu, j'ai dit Pierre Étec. Effectivement, tu as dit Pierre Étec. Tu m'as contaminé. Et du coup, donc Pierre Étec, donc, notamment, qui avait un personnage de clown un peu triste, qui s'appelle Yo-Yo, et dont il a fait une espèce de libre adaptation pour son très célèbre film Yo-Yo, sorti en 68 ou 65, je sais plus. Je crois que c'est 65. Il me semble que c'est 65. Et donc Pierre Étec, voilà, notamment, qui est donc sur Mon oncle, assistant réalisateur et gagman. Et en fait, on le comprend assez bien, en fait, parce que le film est donc plongé dans cette espèce d'atmosphère de burlesque, de clownerie totale, avec notamment au centre ce personnage de Monsieur Hulot. En effet, un personnage rempli de burlesque, mais aussi un film qui va se confronter du coup vraiment deux univers totalement différents. Donc celui de Monsieur Hulot, qui est donc un village qui existe dans la vraie vie. Ils ont juste reconstruit l'immeuble de Monsieur Hulot, mais dans le village, tandis que tout le quartier de bourgeois du couple Harpel a été lui construit et filmé du coup dans un studio à Nice, donc en intérieur. Et ce qui est assez chouette, moi je trouve ça assez beau, c'est le lien entre ces deux mondes qui se fait de diverses manières. Notamment dès le début, en fait, on va passer du village un peu bordélique, foisonnant de choses, jusqu'au monde un peu cadré des Harpel par les chiens. Donc on a le petit chien des Harpel, le petit chien bourgeois avec son petit anorak rayé rouge. Le chien bourgeois ou deux bourgeois? Alors deux bourgeois, parce que justement le chien, je pense qu'on peut dire que c'est un bourgeois aussi. Bref.
Donc le petit chien qui est avec ses potes chiens errants et du coup qui gambadent un peu dans le village et puis qui vont vers la maison des Harpel et du coup c'est assez sympathique ce lien-là par les chiens qui n'en ont rien à faire d'avec qui ils traînent. Et voilà. C'est ça, mais oui, parce que les chiens, en fait, ils n'ont pas de rapport de classe, ils n'ont pas à se dire « Ah, mais ce mec est supérieur que moi dans la hiérarchie sociale. » Non, bah non, il y a sûrement une hiérarchie sociale chez les chiens. Hein, il y a les mâles alpha, mais... etc. Hein. Ouais, c'est un peu plus basique, quoi, mais bon, au moins... Ils sont juste là bouffe. Voilà, au moins, ils s'exploitent pas mutuellement, c'est quoi. C'est le minimum, quoi. C'est juste... bon. Puis il y avait aussi un plan qui montre ça. Oui, bah oui, totalement. Tu parles, je pense, de ce plan où en fait il y a littéralement le vieux monde qui tombe en ruine avec donc le monde moderne avec ses barres d'HLM dans la profondeur de champ qui poussent, enfin qui semblent pousser littéralement comme ça, sortir de terre de ces ruines-là du vieux monde qu'on a préféré laisser dépérir plutôt qu'on a essayé de le reconstruire. Donc c'est notamment vu à travers l'aspect ultra moderne donc de la maison ordonnée, très voilà dans plein de lignes droites, de parallélisme, de tout ce qu'on veut quoi. Et juste aussi notamment dans la gestion de la saleté et de l'hygiène dès le début. Juliette, tu peux nous en dire un mot dès le début, en fait, le personnage, et ce qui nous permet aussi de parler de l'importance du son dans ce film, le personnage de la tante, Madame Harpel, en fait, sa première apparition, en tout cas sa première présence, c'est par le bruit d'un aspirateur, en fait. Donc elle nous l'est vraiment présentée comme la maniaque qui nettoie tout, et tout le long du film, elle va faire que nettoyer, elle va passer, elle nettoie la voiture, elle nettoie tout, et n'importe quoi. Et donc, elle est vraiment, ce personnage-là est vraiment symptomatique de tout le contrôle absolu de ce film et de l'opposition du coup entre le monde de Hulot et le monde très rangé des bourgeois. Ouais. Avec il y a un plan qui m'a vachement marqué, c'est en gros le père emmène son fils qu'ils ont appelé Gérard. Ouais. Désolé à lui. Pas au hasard. Qu'ils ont appelé Gérard. Et il l'emmène à l'école et du coup on voit les voitures qui défilent et qui avancent mais de manière symétrique par trois. Moi je trouve ce plan angoissant de fou. Ah, c'est clair. Et à côté t'as juste Hulot et son petit vélo qui gambade tranquillement. Il y a un lot de plans, il y a un Hulot. C'est excellent. T'en as pas tout pour faire le tadam. Ah non, on pourrait le rajouter au montage, mais je sais pas si j'aurais la foi. Mais, pour moto de plage en plus. Il me semble qu'en plus au niveau des plans comme ça très très carrés, il me semble qu'il allait encore plus loin après dans Playtime, son film d'après où c'était ce côté qui était encore plus exagéré que dans le... Ouais. Et donc justement, je parlais tout à l'heure du décor donc réalisé de Jacques Lagrange. Donc il y a notamment le décor du jardin et de cette maison qui a été exposé au 104. Donc en fait, si vous connaissez pas le 104, c'est à Paris, un espèce de lieu culturel de en gros, c'est 90% du temps, il y a 90% de breakdancers qui s'amusent à faire breakdancers qui font leur petit numéro comme ça. Et en fait, c'est vraiment un lieu où tout le monde peut venir faire ses petits trucs, il y a des expositions parfois, il y a une librairie, il y a une bibliothèque, il y a plein de... Voilà, et en fait, tu y vas en famille avec des amis, et puis voilà, vous passez une après-midi là-bas, entouré d'artistes. Il y a aussi, au-delà des breakdancers, où je disais un peu sur le temps de la blague, il y a aussi des artistes graphes, des gens qui font du théâtre, des réalisateurs. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire au 104. Toutes les formes d'art, ils sont admises. Donc voilà, si jamais un jour vous êtes de passage à Paris, ça peut être un... Du coup, voilà, Paris, c'est super alors. C'est une super ville. Non, non, c'est le seul truc bien. toujours pas. C'est un truc bien à Paris, c'est ça et la cinémathèque. Quoi. Ouais, exactement. Donc bon, et encore. Pardon, j'arrête avec Paris. Promis. Donc on l'a dit, donc l'opposition donc du vieux monde et du nouveau monde. Donc ce jardin voilà qui est exposé, qui a finalement été exposé au 104, c'est marrant parce que il contient toute l'aspect formel du film sur cette question-là parce que il est à la fois extrêmement cadré mais en même temps il y a un petit chemin et en fait t'es obligé de prendre le chemin et le chemin il est un peu courbe comme ça, c'est un peu la seule courbe qu'il y a là-dedans mais c'est pour finalement nous cadrer. L'enfant qui veut jouer au ballon, il est obligé de jouer en tapant sur une marche, genre vraiment il a tout un jardin qu'il peut pas utiliser quoi. Le jardin est décoratif, il n'est pas il est utile, il n'est pas voilà, il est pas là pour qu'on puisse jouer dedans quoi. Et puis la mère d'ailleurs elle passe son temps à un peu clasher son frère donc monsieur Hulot sur le fait que ça soit un clown et qu'il pense tout le temps qu'à s'amuser et que machin, tu vois. Donc vraiment il y a tout ça et puis surtout aussi le père qui travaille donc littéralement dans une sorte de boîte, on sait pas ce qu'elle fait mais qui s'appelle Plastique. Oui. Moi j'ai l'impression que ça s'appelle Plastoc mais je sais pas.
on a. Bon, J'ai juste bref. envie qu'elle s'appelle Plasma. En tout cas, putain. en tout Je me cas, demande ce qu'ils font à l'intérieur, dis donc. Mais en fait, il y a un moment, c'est dit dans le film, en fait, genre, elle est là, ah oui, donc quand ils sont chez Ouais. eux, en fait, la mère elle fait, ah, donc ça vient de l'usine de mon mari, ça vient de machin. Et en fait, ouais, donc on comprend qu'en fait, ils font un peu tout et n'importe quoi dans cette usine finalement. Donc Amazon c'est un peu le Amazon finalement du Des années Hulot 50. Cinematic Universe. Et Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire j'ai oublié du coup mon fil. Oui, donc totalement critique donc de la modernité, du capitalisme comme ça effréné en fait, avec justement cet endroit qui produit du plastique concrètement. Et rien qu'aussi qu'au tout début que tu parlais du père qui emmène son gosse à l'école, mais moi ce qui m'angoisse aussi c'est cette place de parking au milieu de nulle part qui est littéralement juste un rectangle en fait au milieu de tout du parking, et en fait c'est là où tu dois ranger ta voiture. Voilà, c'est ici, là, précisément là, tu vois, ça peut pas être un peu à droite, un peu à gauche, c'est là. Et donc Tati met sa caméra de sorte à ce que ça soit c'est un peu en plongée comme ça, et voilà, c'est ici, c'est vraiment critique de on the spot, de tout sans aspérité, que Hulot du coup va pouvoir venir un peu casser par ce côté comment dire, de son héritage burlesque que Tati a insufflé à ce personnage là. C'est vrai, puisque donc du coup Monsieur Hulot, c'était le premier film de Tati, c'était Jour de fête, dans lequel il jouait un facteur dont j'ai oublié le nom du personnage, et dès son deuxième film en fait qui s'appelle du coup Les vacances de Monsieur Hulot, il a commencé à trouver ce personnage très caractérisé physiquement. Déjà Tati, c'était quelqu'un qui était très grand, donc qui se démarque facilement des autres, et il a ce personnage donc avec sa pipe, ce chapeau, et aussi cette particularité du fait qu'il parle quasiment jamais en fait. Ouais, exactement. C'est quasiment un personnage muet, et ouais, du coup il s'inscrit dans la continuité des grands du burlesque, Chaplin, Keaton, Harold Lloyd, etc. Et la manière de ces personnages, en fait, il y a ce côté c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'adapter en fait à son monde. En fait, c'est davantage un corps qui n'arrive pas à se bien rentrer dans le moule de ce qu'est la société, en fait. Puis justement, il y a on discutait tout à l'heure d'une scène où en fait il fait tomber un bol qui est dans la maison Ouais. Et en fait le bol rebondit en fait, et justement il casse il y a cet aspect où il casse la règle du burlesque qui est la chute en fait des corps mis à l'épreuve des forces donc de la gravité. Ouais, c'est ça. Et en fait il vient casser il y a cette idée que la modernité en fait vient même casser cette dynamique en fait. C'est ça, avant de juste après on voit donc Hulot prendre un verre et le laisser tomber. Par contre là il rebondit pas, le personnage pense que ça va rebondir, nous spectateurs on sait que ça va pas rebondir, ça va avoir l'autre encore, ça avait une espèce de forme de ballon, donc en fait on peut se dire que ça peut rebondir quoi, déjà rien que par l'aspect visuel même de l'objet. Mais le verre, c'est difficile de... Enfin, tout le monde a déjà eu un verre dans les mains, tout le monde sait que si tu lâches un verre d'une certaine hauteur, ça... Non, t'as jamais... Je bois avec avec tes mains directement, tu es comme ça, c'est... Mais du coup voilà, ça donc ouais, ça effectivement ouais, il revient comme ça sur cette dynamique du burlesque, mais du coup c'est plus la chute en elle-même, la chute c'est que le personnage pense que ça va rebondir, en fait. C'est un peu une naïveté et en même temps juste une gentillesse, j'ai l'impression, mais du coup ça relie toujours ce lien avec les enfants et les chiens, j'ai l'impression, dans cette gentillesse là. Et par exemple quand tu disais ce chemin là impossible de spirale, je crois qu'il y a un moment à la fin où en fait il y a un énorme chien qui fout le bazar, du coup tout le monde est en train de courir et il respecte plus du tout, et du coup il casse un peu cette dynamique là. Et j'avais vu du coup une scène coupée au montage dans le DVD, dans les bonus du DVD de mon oncle, où encore c'est en gros il y a des ouvriers qui tiennent une échelle, qui veulent amener l'échelle dans la maison, mais du coup ils essayent de passer, donc en fait c'est juste absolument impossible pour ces corps-là. Et c'est juste, je sais pas, c'est les corps contraints par la modernité. Exactement. Et en fait la caméra montre ça en fait, puisque c'est un objet qu'on peut déplacer, qu'on peut faire des panoramiques, des travelling, etc. quoi. Donc en opposition totale, voilà, ça crée un vrai contraste. Et donc aussi on parlait, c'est bien que tu me reviennes sur ce jardin-là, et je parlais tout à l'heure donc de cette idée qu'il contraint en fait les énergies disruptives, quoi. Tu parles aussi des chiens, en fait il y a un lien aussi avec tout ça, parce que les animaux dans ce film sont vraiment une source d'aléatoire en fait, quoi. C'est vraiment quand ils apparaissent à l'écran dans ce monde complètement ordonné, en fait ils peuvent absolument tout faire, quoi. C'est des animaux, ils sont donc par essence c'est quoi le mot ? Ils sont par essence
impossible à contrôler ou impossible imprévisible. Imprévisible, c'est ça, Imprévisible. imprévisible. Et du coup, bah ouais, c'est ça. Et en fait, c'est marrant parce qu'au tout début, il y a je crois que c'est à côté de l'usine d'ailleurs, il y a une calèche avec un cheval. Ça semble sortir d'absolument nulle part en fait. Mais alors déjà plusieurs choses, c'est aussi parce que le film est sorti pas longtemps après la Seconde Guerre mondiale, donc le souvenir déjà de la Seconde Guerre mondiale est encore très vif, etc. Mais donc le fait que les voitures cohabitent avec les chevaux aussi, c'est encore relativement présent, même si c'était déjà bien fini, cette histoire d'avoir des chevaux dans la rue. Mais voilà, c'est justement ce côté un peu uchronique, non pas uchronique, ce côté anachronique, merci. Disons, décidément, t'es mon dictionnaire aujourd'hui. Et du coup, c'est ce côté anachronique, du coup, ça joue de ça, quoi. Ça joue de cette idée de les animaux sont incontrôlables, et en fait, ça se renvoie, ce parallèle vieux monde, modernité, vieux monde où on acceptait les aspérités, le côté sale, le côté un peu en bazar. Alors parce que en fait c'est comme ça que les choses fonctionnent. Quand on vit, il y a du bazar. Quand on vit, les choses se désordonnent, c'est normal. Et alors qu'au contraire, la modernité, c'est la suppression, c'est l'aseptisation, c'est tout ça, quoi. Et du coup, je reviens sur cette idée de Seconde Guerre mondiale encore très jeune. En fait, c'est totalement, du souvenir de la Seconde Guerre mondiale encore très vif dans les esprits. En fait, c'est aussi cette idée du boom économique, c'est-à-dire qu'au nom de la modernité, au nom j'allais dire un bon en avant, non pas le bon pays et pas le bon contexte, mais de boom économique en fait qui se fait au détriment d'une population qui était déjà là et qui n'était pas forcément adaptée en fait à un changement aussi brutal de société. Et c'est, je pense, ce que veut aussi pointer du doigt Tati dans son film, quoi. Carrément. Mais surtout, moi je trouve ce que tu dis. L'immeuble de Tati, il est un peu bordélique, mais ça marche quand même, tu vois. Et c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est que il est assez labyrinthique. Il met 15 minutes avant de rentrer chez lui, il passe par diverses choses. Donc c'est un peu ce monde-là, cet ancien monde. Mais cet ancien monde qui finit quand même par un peu marcher, tu vois. Ça marche quand même. Et je trouvais ça intéressant aussi. Il y a un côté beaucoup plus organique et moins organisé, mais justement beaucoup plus vivant et beaucoup plus sympathique. Vivant et aussi qui donc peut permettre l'aléatoire, quoi, comme je disais, quoi. Et un monde du coup beaucoup plus humain, par exemple le balayeur, j'en parlais tout à l'heure, qui doit balayer son petit tas d'ordures, et en fait il le fait pas, et je crois qu'il finira pas jamais par le faire. Pourquoi ? Parce qu'il va parler aux autres, qu'il communique avec les gens, et qu'il a juste l'envie de pas être un individualiste, c'est juste de continuer à parler avec des gens et blablater parce que ouais, voilà, on n'aime pas le capitalisme, quoi. Voilà, le capitalisme, brûlons les riches, tout ça. Je voulais rebondir sur un aspect, c'est que du coup le film sort en 58, et à cette époque au Japon, c'est Yasujiro Ozu qui est en train de faire ses derniers films après avoir une longue carrière. Totalement, ouais. Et je trouve qu'en fait c'est assez intéressant de mettre mon oncle en parallèle avec le travail de Ozu, parce que justement en fait dans les deux il y a ce côté rapport entre le progrès technique et on va dire le bon vieux temps, la tradition, etc. Et justement le fait que ça se fasse au sein de la structure familiale en fait, et que il y a ce conflit interne au sein d'une famille de gens qui n'arrivent pas en fait à se comprendre parce qu'ils font partie ils appartiennent, il y en a qui sont déjà en avance sur qui essaient d'embrasser la modernité alors que d'autres appartiennent à un temps qui n'existe plus. Et justement là où chez Ozu il y a un côté un petit peu plus beaucoup plus posé et réaliste. Là, Tati, c'est un côté beau, c'est le choix de l'humour, du c'est ça, qui est très... de la nature, quoi, finalement, du naturel, d'être ça. naturel et de nous inciter à être un peu plus nous-mêmes, quoi. Carrément. Et d'ailleurs, c'est là-dessus, il y a ce plan-là que moi, je pense que c'est peut-être mon plan préféré du film. Enfin, c'est deux plans précisément, où en fait, on le voit qu'il règle sa fenêtre. En fait, on a l'impression qu'il y a le bruit de grincement en fait qui le gêne. Et en fait, on se rend compte que hors champ, et donc sur le plan suivant en contre-champ, qu'en fait c'est parce que le reflet de la vitre passe sur un oiseau qui le fait commencer à chanter ou déchanter. Et en fait, ce plan, il est vrai, ce gag, il y a tellement de sous-couches en fait que je trouve absolument incroyable. Donc déjà, on a l'impression que c'est genre que c'est le grincement qui le gêne, alors qu'en fait non, c'est autre chose. Et puis en fait nous du coup on pense aussi que c'est le grincement, mais en fait comme la lumière nous passe, enfin la lumière quand il ouvre la fenêtre nous passe sur l'objectif et nous éblouit en fait près dans une salle de cinéma, surtout qu'à l'époque quand c'était projeté en argentique, ce genre de flash lumineux ça se voit encore mieux, quoi. Et ça aveugle presque dans la salle obscure, et en fait ça
ça nous fait presque nous mettre nous-mêmes à la place de l'oiseau qui observerions Tati, quoi, ou je sais pas, mais ouais, il y a vraiment cette idée de nous, on se met à la fois à la place de Hulot, à la fois à la place de l'oiseau, et en fait, cette idée que le gag, qu'en fait, ce soit le fait que l'oiseau se mette à chanter ou pas, quoi. Enfin, moi je trouve que c'est très simple et en même temps c'est absolument magnifique, surtout comment c'est filmé, tout ça. Mais le côté répétitif, il marche. Il réessaye plusieurs fois, je trouve ça fort. Et je trouve que le répétitif marche bien. Genre par exemple, encore dans La Porteuse du Son, dans la scène où les enfants s'amusent et se cachent derrière une petite colline. C'est vraiment une répétition de gens qui marchent et qui ne regardent pas autour d'eux. Ils sifflent, donc ils lèvent un peu les yeux sur autre chose. Et du coup, ils se prennent le poteau, tu vois. Ils sifflent les enfants. Oui. C'est ça. Et il y a cette répétition que je trouve assez drôle et aussi en même temps c'est... Alors peut-être là c'est vraiment une méta-interprétation, enfin c'est trop d'interprétation mais genre... Vas-y, c'est-à-dire t'as ces gens-là qui marchent, qui regardent pas autour d'eux et qui sont juste dans leur tête et c'est les enfants qui leur font un peu lever les yeux quoi, tu vois, un peu être en mode ah oui c'est vrai, hop, et ils se prennent la réalité dans la gueule, c'est-à-dire le poteau. Et je trouve ça toujours assez puissant. Et le fait que... il y a un rappel de la réalité du coup au début, de la même manière quand il y a une espèce de fil qui se forme à un feu rouge ou un stop, machin, et en fait les enfants crèvent les pneus d'une voiture, ou je sais pas, ou ils en tout tapent cas dessus et du coup les gens ils se rentrent dedans. Et la personne du coup dans la voiture sort, va voir la conductrice derrière, il fait non mais j'en ai vu des gens qui conduisent, mais vous, et en fait tu l'as eu où ton permis ouais c'est ça, dans une pochette surprise quoi. Bon bref, ça n'existait pas les pochettes surprises, je pense. Avec justement cette idée du burlesque avec ces personnages qui se prennent c'est ça, qui se prennent juste le du coup je finis juste sur ce plan là parce qu'en fait du coup les enfants qui sont du coup responsables de ça et non pas la conductrice en fait s'enfuient dans la profondeur de champ en fait en passant à travers un grillage qui est juste assez large pour les laisser passer mais pas laisser un adulte passer. Et donc en fait ce grillage qui était censé donc empêcher des gens de rentrer n'empêche pas quelque chose de naturel de rentrer, c'est vraiment une barrière purement calquée sur une vision adulte finalement quoi. Donc on peut pas effectivement empêcher un adulte de passer mais pas des enfants. C'est ça. C'est intéressant parce qu'en fait quand on y pense le personnage de Monsieur Hulot c'est un peu c'est un grand enfant en fait, c'est totalement très ça. Grand enfant mais un enfant. Ouais très grand parce qu'il fait quoi 2m24 au moins. Non 1m90 c'est quelque chose comme ça. mais ouais tout à l'heure je parlais des vacances de Monsieur Hulot parce que pour rappel à la fin des vacances de Monsieur Hulot en fait lorsque tout le monde se dit au revoir et tout, lui en fait il ne se reconnaît pas dans ce monde d'adulte et en fait il va sur la plage jouer avec des enfants. Et c'est exactement pareil dans Mon Oncle, hein. Il a une relation avec du coup mon oncle, rien que le fait que ce soit on n'a pas parlé mais c'est son neveu en fait. Enfin on sait que c'est Monsieur Hulot mais c'est vraiment mon oncle quoi, c'est sa caractéristique. Voilà, et du coup ouais c'est vu aussi du coup peut-être d'une certaine manière pour montrer que c'est vu par les yeux d'un enfant quoi. C'est ça, et que c'est son neveu et qu'il est trop content d'être avec son tonton parce que son tonton il est pas psychorigide comme ça, Daron et son père là, et du coup ça c'est gros capitalisme. Bon, on va arrêter. Alors, promis on arrête. Mais du coup bref, de toute façon on arrive bientôt à la fin, il va falloir conclure. Mais bon voilà, donc cette idée que c'est un grand enfant et qui donc s'entend bien avec ceux qui sont comme lui, un peu en marge de tout ça quoi. Puis il y a aussi cette idée que les enfants ont pas forcément comprennent pas forcément ils comprennent qu'ils sont différents mais ils ne comprennent pas, ils ont pas forcément la maturité pour comprendre toute l'histoire des rapports de classe et tout. Tout à fait. Et cette idée qu'il se reconnaît en eux dans tout ça. Les enfants un peu hors du temps aussi. Oui, monsieur. En quelque sorte. Exactement. Donc très bien, mais je pense qu'on a terminé pour Mon Oncle. Ça fait déjà un bon moment qu'on discute sur ce film, donc c'est cool, c'est trop bien. Je suis trop content d'avoir discuté de ça avec vous. Petite rubrique recommandation, mais en très rapide, hein, parce que on a déjà beaucoup tiré sur la corde au niveau du temps. En ce moment, donc, il y a le festival Les Mycéliades qui a lieu dans toute la France, sauf à Rennes. Je ne sais pas, me demandez pas pourquoi, mais cette année, bon. C'était à Rennes les années précédentes. Il y avait des éditions à Rennes, ouais, donc. on a regardé littéralement. Partout, en gros, sauf à Rennes. Il y a un Quimper quand même. Il y a à Quimper, il y a à Vannes, il y a Bredon, il y a Le Mans. Qui connaît Le Mans en fait? Qui s'est placé Le Mans sur une carte? Qui sait où c'est Le Mans quoi. On excuse si parmi les auditeurs il y a des gens qui habitent au Mans, on est vraiment désolé pour vous. Non, pas du tout désolé, vraiment. Mais du coup, les Mycéliades, donc festival de science-fiction, on n'est absolument pas partenaire, mais c'est absolument génial. Donc science-fiction, cinéma, livres, BD, jeux vidéo, allez-y si vous passez par Quimper, je sais pas ce que vous irez faire à Quimper, mais si vous passez par Quimper. Non, grand respect à tous nos auditeurs de Quimper. On vous aime bien. Les Quimper Ray.
Aucune idée. Quel est le gentilé de Quimper? Bref, on regardera ça juste après pour notre culture. On vous remercie donc de nous avoir suivis pour ce podcast. La prochaine fois, la semaine prochaine, donc, n'hésitez pas à revenir au Ciné Tambour puisque nous aurons 2 films absolument incroyables. Serenade à 3 de Ernst Lubitsch et donc Demoiselle de Rochefort de Jacques Demy. T'as hésité Ouais, sur Jacques Demy. J'ai à hésité quelle sur heure Jacques Demy. Non mais Je pense que t'allais dire Jacques Tati, c'est ça. je sens que je vais me faire pourrir par 2 personnes dont je ne citerai pas de l'atelier. Sans Désolé. reconnaître. Désolé. Bah, merci à vous deux de Merci nous avoir beaucoup. Merci, d'avoir été c'était là. très sympathique. Thomas, merci Pas de souci. encore une fois de ta présence. Juliette, Merci. pour tes réflexions absolument parfaites. Et on the spot, Et merci à toi, Sofiane. J'avoue, merci pour l'invitation. pas de souci. Et ben on vous retrouve du coup la semaine prochaine, on l'espère. Et d'ici là, portez-vous bien. Exactement. Bonne journée.